Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Bandakani analyse les violences xénophobes en Afrique du Sud. Le président Bandakani va condamner de prime abord le comportement barbare et sauvage qu'on observe ces derniers jours chez les Noirs sud-africains. Bandakani va également rappeler qu'en 2008, on avait déjà observé le même niveau de xénophobie en Afrique du Sud, alors, c'est une histoire récurrente, poursuit-il. Il y a deux types de raisons qui expliquent ce comportement chez les Noirs sud-africains. Les raisons structurelles et les raisons conjoncturelles. Bandakani va s'appesantir sur le fait que la manière dont Nelson Mandela avait négocié la sortie de l'apartheid restera à jamais inacceptable, et il ne le dira jamais assez. Écoutons maintenant l'analyse du président Bandakani sur le plateau de Tony Michel. Écoutons. Je vous dis qu'en commençant cette émission, comme d'habitude, souvent je souris, mais je n'ai pas eu le courage de sourire face à ces images du côté de la République sud-africaine. C'est assez grave, 45 personnes brûlées vives de ce côté-là, des ressortissants d'Afrique noire, plus principalement des Nigérians, des Camerounais et d'autres pays qui sont représentés de ce côté-là. On se pose la question de savoir pourquoi cette xénophobie maintenant au XXIe siècle. Je vous propose d'abord deux reportages que nous avons préparer nos éléments de la rédaction d'Afrique centrale, de la rédaction d'Afrique Média, autant pour moi. Nous regardons et nous revenons sur ce plateau. En Afrique du Sud, ces dernières heures ont été marquées par la violence contre des ressortissants étrangers, notamment des Africains. Depuis dimanche 1er septembre, des centaines de magasins ont été vandalisés et on compte un peu plus de 5 morts selon les autorités de Johannesburg. Ce mouvement de contestation a été lancé par des chauffeurs routiers qui arrêtent depuis plusieurs semaines les conducteurs étrangers et brûlent leur cargaison. Mardi encore, la police a tiré des balles en caoutchouc dans le centre de Johannesburg, la principale ville du pays, pour disperser des centaines de personnes, certaines armées de machettes et de haches. Elle a aussi repoussé des petits groupes dans le township d'Alexandra, qui jouxte le quartier financier de Sandton, pour prévenir de nouveaux pillages de commerce tenus par des étrangers. Le plus grand nombre de victimes sont des Sud-Africains, a apprécié pour sa part le ministre de la police, Bheki Cele. Le mouvement s'était amplifié la semaine dernière dans le centre de la capitale Pretoria, avec le pillage de nombreux magasins tenus par des migrants. La vague de violence et de pillage a débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie encore inexpliqué d'un bâtiment du centre-ville de Johannesburg, avant de se propager à d'autres quartiers de la ville puis à Pretoria. L'Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, est le théâtre régulier des violences xénophobes, nourries par le fort taux de chômage et la pauvreté. Les violences de ces derniers jours ont causé une vive inquiétude dans les communautés immigrées de Johannesburg. Pour un premier bilan, on compte une 50aine de magasins vandalisés, plus de 60 arrestations et donc 5 morts pour le moment. Voilà, un bilan officiel fait état de 5 morts, mais les enquêtes vont plus loin et parlent d'un bilan de 45 morts, parmi lesquels des Nigérians, des Camerounais et d'autres ressortissants africains qui ont été brûlés vifs de ce côté-là. Le Zimbabwe avec 7 morts par exemple, le Tchad 8 morts, la République démocratique du Congo 6 morts, la Zambie 9 morts, le Congo-Brazzaville 3 morts, le Mali 3 morts, le Swaziland 4 morts, la Tunisie 2 morts, le Cameroun 2 morts, le Sénégal 1 mort. On se pose bien la question de savoir pourquoi est-ce que le pays le plus industrialisé d'Afrique est aujourd'hui dans ce phénomène de xénophobie. C'est la question qu'on peut se poser. Le président Cyril Ramaphosa a tenté de calmer la situation en disant que les autorités prennent avec beaucoup de considération ce qui se passe de ce côté-là, mais rien n'y fait. Ça continue et ça continue. Sous le président Jacob Zuma, c'était déjà le cas. Sous Thabo Mbeki, c'était encore le cas. Aujourd'hui, avec Cyril Ramaphosa, ça continue. Comment arrêter la saignée du côté de l'Afrique du Sud? C'est la question qu'on tente de se poser dans le cadre de cette édition. Alors, parce qu'on voit ces images que la réalisation va nous permettre d'avoir encore, les images qui étaient là à l'instant, de rares violences comme celle-là, on peut le voir, c'est assez violent du côté de l'Afrique du Sud. On ramasse carrément des pierres, parfois des rochers, pour lancer sur des personnes, des noirs comme vous, de la même couleur de peau. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, président Bandakani? D'abord, je voudrais condamner avec une grande fermeté ces comportements barbares et sauvages que nous constatons
de ce côté là-bas de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la première fois. 2015 et 2008 déjà sont encore frais dans nos mémoires, où les mêmes niveaux de xénophobie sauvage avaient été observés, n'est-ce pas, sur les populations nord-africaines qui ont émigré de ce côté-là. Donc je voudrais condamner avec une grande énergie ce type de comportement. Alors les raisons sont de deux formes. Il y a ce que j'appelle les raisons structurelles et les raisons conjoncturelles. Je commencerai par les raisons structurelles. Vous avez tout à l'heure convoqué l'idée que c'était la plus grande nation industrielle du continent africain. Ça devrait donc nous faire réfléchir sur ce qu'on appelle l'industrialisation de l'Afrique. Dans un contexte où l'Union africaine se vante d'avoir fait signer ce qu'ils appellent la zone de libre échange. Vous voyez, ça ce sont des dynamiques d'industrialisation qui ne peuvent pas développer l'Afrique. Pourquoi? On nous a vanté la nation arc-en-ciel. On a célébré la fin de l'apartheid. On a célébré M. Mandela. Vous voyez, j'ai toujours pris mes distances à l'égard de l'héroïsme de M. Mandela, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, pour les nombreuses années qu'il a passées en prison. Ça demande beaucoup de respect. Mais la manière dont il a négocié, n'est-ce pas, la sortie de l'apartheid, c'est inacceptable. Je l'ai toujours dit. Et voilà les conséquences. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez industrialiser un pays où les terres sont confisquées par des étrangers, les blancs, qui ont confisqué tous les meilleurs terres qu'il y a en Afrique du Sud. Ça veut dire que la majorité de la population qui est noire n'a pas les moyens, le premier moyen fondamental qui devait porter l'industrialisation, à savoir la terre, n'appartient pas aux propriétaires. Ça a été arraché par les blancs. Vous ne pouvez pas industrialiser un pays qui est en réalité un comptoir, c'est-à-dire un comptoir qui est devenu la base, n'est-ce pas, que les comptoirs miniers, les différents types de comptoirs, n'est-ce pas, s'y installent, avec pour but non seulement de s'y appuyer pour aller garantir, n'est-ce pas, leur percée sur les marchés internationaux en s'assurant que les facteurs humains de la production soient sous-développés, mal payés. Vous me souvenez la dernière fois où M. Cyril Ramaphosa, n'est-ce pas, a fait tirer sur les miniers. Sur les miniers, il y avait eu Souzouma, il y avait l'appui de M. Ramaphosa, on a tiré sur les miniers, il y a au moins 500 miniers tués. Pourquoi? Parce que ces miniers dénonçaient les conditions de travail dans lesquelles, n'est-ce pas, il y a eu des charges explosives qui ont fini par décimer ces personnes. Vous vous souvenez, on a tiré 500 morts. Donc pour dire quoi? Le choix industriel qui est fait à l'Afrique du Sud, c'est un choix qui paupérise la population, qui ne peut pas déboucher sur un développement. L'Afrique du Sud connaît exactement le même développement industriel qu'on veut imposer aux pays africains, à savoir, vous vous industrialisez pas pour le compte de vos populations, mais pour le compte des entreprises étrangères qui pillent la richesse et envoient chez eux. C'est de cela qu'il s'agit. Vous avez, et les conséquences c'est quoi? Vous avez un taux de chômage de pratiquement 30%. Mais c'est très grave dans un pays. C'est un peu plus de 30% du côté de l'Afrique du Sud. Les chiffres officiels c'est 28%, mais on a plus de 30%. Un tel pays, mon cher, est ingouvernable. C'est-à-dire, quels que soient les plus grands produits, c'est ingouvernable. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, les dirigeants de l'Afrique du Sud qui ont, depuis Mandela jusqu'à M. Cyril Ramaphosa, ont fait le choix, n'est-ce pas, d'un capitalisme sauvage, néocolonial, qui consiste à enrichir ceux qui étaient déjà riches, à garantir l'accès à des richesses à quelques noirs qu'on a triés sur le volet, dont le président actuel lui-même trié sur le volet, au détriment de l'immense majorité des peuples sud-africains, les noirs. Alors quand vous avez 30% de chômage dans un pays, je répète et je le dis, mon cher Tony, ce n'est pas une affaire de morale. Là-bas, la morale ne paye même plus. Faites n'importe quelle philosophie, ça ne marche pas. Vous aurez affaire à de tels types de sauvagerie. Mais président, on peut comprendre qu'ils en aient après le gouvernement sud-africain, mais ceux qui détiennent des petits commerces, les Camerounais, les Nigérians, qui ont des petits commerces du côté de l'Afrique du Sud, pourquoi s'en prendre à eux alors qu'ils savent que les multinationales qui sont généralement installées du côté de l'Afrique du Sud appartiennent à des Occidentaux plutôt qu'aux petits Noirs qui sont dans ce pays-là? Tout ça, ce sont les ratés de la sortie de l'apartheid. Et rater le mot, je suis très poli. Parce qu'il y a eu un compromis, un deal secret entre une partie de l'élite de l'ANC et la bourgeoisie blanche, parrainée par les pays occidentaux, qui était justement de sacrifier les populations noires. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas autre chose. Et votre question est fondamentale. Là, je reviendrai dessus parce qu'il faut qu'on comprenne bien pourquoi ces gens-là ne s'en prennent qu'à leurs frères noirs. Parce que justement, la manière dont c'est organisé dans cette société fait que
le premier bouc émissaire qu'on voit en face de soi, ce sont les petits noirs qu'on voit là. Et c'est une position de bouc émissaire. On ne peut pas s'en prendre aux blancs, on ne peut pas s'en prendre aux étrangers blancs, parce que bon, les élites de l'ANC font tout pour les protéger, n'est-ce pas? Ils habitent des quartiers hautement sécurisés, tout ça est console, du coup, ben, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui a la portée? C'est les frères africains, ce sont les Mozambicains, ce sont les Zimbabwéens, ce sont les Namibiens, pour parler des pays proches, après ce sont les Camerounais, tout ce que vous avez cité, parce qu'ils sont dans la position de bouc émissaire. Vous voyez, ce gouvernement-là a pris dernièrement des mesures anti-immigration terribles. Ils ont durci les mesures anti-migratoires. Pourquoi? Pour faire plaisir à un certain électorat Zulu, qui pèse dans l'ANC, dans la géopolitique interne à l'ANC, l'électorat Zulu pèse énormément. Vous allez voir que le peuple Zulu pèse beaucoup dans cette politique. On ne le dit pas, mais le poids électoral des Zoulous oblige le gouvernement, n'est-ce pas, à faire ce que j'appelle la démagogie. C'est-à-dire ils font double langage. C'est-à-dire ils prennent des mesures, n'est-ce pas, dites anti-migratoires, pour faire plaisir à cet électorat, mais par derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent, ils font entrer, n'est-ce pas, la main-d'œuvre étrangère pour que les entreprises qui refusent de respecter les lois sud-africaines en matière de travail, n'est-ce pas, exploitent une main-d'œuvre sous-payée. Bon, on les fait entrer. Vous voyez, donc, quand les Sud-Africains voient ça, ça alimente, n'est-ce pas? Ça alimente ce sentiment, oui, ce sentiment xénophobe qui est inacceptable. Vous voyez que ce qui a déclenché la grève, c'est quoi? C'est qu'il y a le syndicat des chauffeurs routiers, n'est-ce pas, là-bas, qui justement a dénoncé le fait que le gouvernement fait entrer une main-d'œuvre, n'est-ce pas, une concurrence étrangère pour contourner le droit du travail qui normalement garantissent des droits à ceux qui travaillent. On contourne ça en faisant entrer le main-d'œuvre étrangère. Double jeu du gouvernement. C'est-à-dire, on fait un discours anti-immigrant pour faire plaisir, n'est-ce pas, aux Zoulous et flatter l'électorat, un certain type d'électorat qui sont en train de perdre depuis un bon bout de temps. En même temps, concrètement, on fait entrer une main-d'œuvre, n'est-ce pas, étrangère pour favoriser les entreprises qui violent, n'est-ce pas, l'argumentation au niveau du travail. C'est que ça fait. Vous voyez, c'est tout ça qui alimente ça. Donc, on est là devant une situation qui est claire. Nous avons toujours dénoncé ici les choix capitalistes des États africains. Le libéralisme dans toutes ses dimensions économiques, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je te dis, Michael. Le président Ramaphosa, aujourd'hui, vous voyez, il a dit, c'est un milliardaire. Mais comment on peut expliquer que lui, et cette élite de l'ANC là, soit milliardaire, et les Noirs ne font que s'enfoncer dans la pauvreté? Pourquoi les avantages qu'on a donnés au Ramaphosa ne peuvent pas être généralisés pour une grande partie de la population noire? C'est vrai que les Africains m'ont dit que les conditions que vivent les Sud-Africains sont les mêmes que vivent par exemple les Équato-Guinéens, que vivent les Camerounais. C'est le même récifis, il faut le dire de cette façon. En Guinée équatoriale, il n'y a pas longtemps aussi, il y avait des Équato-Guinéens qui se plaignaient que les commerces sont le plus souvent occupés par des ressortissants étrangers. Mais est-ce que les populations doivent s'arrêter sur ces simples considérations-là pour en arriver à cette escalade de violence? On vous permettra de répondre à cette question tout à l'heure, Président Bandakani. Le temps pour nous de prendre quelques appelants qui sont déjà présents au bout de fil. Madame Yao, je ne sais pas si elle est encore là. Bonsoir, Madame Yao, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Monsieur Tony Michael. Bonsoir à vos invités, Monsieur Bandakani, Monsieur Simon. Ça fait une semaine, je n'avais pas Afrique Média. J'ai dû batailler, changer de décodeur, payer des frais et tout, pour pouvoir vous voir. Je suis très contente. Je vous dis en même temps aussi que j'ai des amis qui m'appellent de l'intérieur, qui n'ont pas Afrique Média, qui me demandent qu'est-ce qu'il faut et tout et tout. Bon, j'ai parlé avec Davaris et Momo. Ils m'ont dit que le Strong, l'ancien décodeur que nous avons là, on pouvait capter, mais on n'arrive pas. Nous sommes obligés de prendre un nouveau décodeur. Donc, je ne sais pas si vous avez des techniciens ici, en Côte d'Ivoire. Dites à ces techniciens-là de vraiment se rendre dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour pouvoir expliquer à ceux qui n'arrivent pas à capter Afrique Média. Je suis contente de vous retrouver. Merci. Okay. Maintenant, je vais parler de l'Afrique du Sud. Mais moi, j'ai honte. Quand je vois ces images-là, j'ai honte, Monsieur Bandakani. J'ai très honte. Mais attendez, ces Sud-Africains-là, nous les avons soutenus. Quand il y avait l'apartheid, nous les avons tous soutenus, nous avons pleuré pour eux. Hein? Mais comment se fait qu'aujourd'hui, ils se retournent comme leurs frères noirs? Mais ça fait honte. Vous voyez comment le noir est mauvais? Je ne sais pas si c'est parce que nous avons la peau noire, que nous avons le cœur noir, mais je ne comprends pas.
Mais les Sud-Africains là, ils ont le pouvoir politique, mais ils n'ont pas le pouvoir économique. Tout se retrouve dans la main des Blancs. Mais ils n'ont qu'à s'apprendre aux Blancs. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Blancs et puis viennent s'attaquer à leurs pauvres frères noirs qui ne font que se débrouiller, qui ne volent pas? Mais c'est honteux. Mais si ça continue là, moi je pense que tous les gouvernants qui sont passés par là sont complices. Ils sont tous complices de ce qui se passe. Sinon, comment, pourquoi à chaque fois ça se répète? Mais en tout cas, si ça continue là, nous allons tous aussi attaquer tous les Sud-Africains qui sont dans nos pays. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que c'est, il faut qu'on passe par là pour qu'ils comprennent que, en tout cas, c'est pas normal ce qu'ils font là. Nous aussi, nous allons les attaquer dans tous les pays. Ça veut dire quoi ça? J'ai trop honte. Merci, au revoir. D'accord, merci beaucoup madame. Il faut continuer à dénoncer les choix capitalistes des États africains. Le libéralisme dans toute sa dimension économique ne marche pas en Afrique. Le président Ramaphosa est un milliardaire. Comment expliquer le fait que lui, il est milliardaire mais les autres ne le sont pas? Ce sont toutes ces incompréhensions qui alimentent cette xénophobie. Voilà, en gros, l'essentiel qu'on peut retenir de cette analyse. Ici, Jean-Philippe, correspondant permanent de Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.